Bom, vamos dar início à sessão da tarde, depois das 3 magníficas comunicações que tivemos a oportunidade de ouvir esta manhã e discutir. Nós temos agora o privilégio de ter como oradora a professora Antónia Solé, que é professora emérita da Universidade de Paris 8, que é uma filósofa com uma obra bastante extensa já publicada, que incide maioritariamente sobre o Círculo de Viena e sobre Wittgenstein, mas que também se estende a domínios como a música e etc. O título da sua comunicação será Proposition d'une intuition sémantique dans la langue à partir d'un retour sur la grammaire de l'attente et du remplissement chez Wittgenstein par Fernando Gil. La parole à vous, madame. Merci infiniment. Je vais parler en français. Je suis tout à fait désolée de ne pas parler portugais, parce que quand j'entends portugais autour de moi, ça me ravit. Mais malheureusement, je n'ai pas pu le faire. Et donc, merci de votre indulgence. Merci aussi à la personne qui peut-être interprète, c'est ça, au fur et à mesure. Je vais essayer de ne pas parler trop vite, encore que j'ai une tendance plutôt à parler. Vous m'entendez bien ? Oui. Oui. Bon, alors, oui, la salle n'est pas immense quand même. Alors, d'abord, merci à Philomena, Daniel, toute l'équipe présente qui m'a amené à venir au Portugal. C'est un grand plaisir pour moi d'être ici. Je le dis sans aucune affectation. C'est presque tout naturel. Voilà. Donc, c'est un grand plaisir. Et alors, en ce qui concerne évidemment la personne de Fernando, que j'ai bien connu. Alors, j'ai pas connu tout de Fernando, mais le traité de l'évidence, le travail sur Wittgenstein, qui a certainement perturbé ses attentes, parce que c'est un pavé dans la mare de l'évidence, donc c'est compliqué, cette histoire d'évidence. Et le mot, et d'ailleurs il s'en explique au tout début du traité, le nuage sémantique du mot l'intéresse, évidence et tout ce que ça charrie comme perspective philosophique. Alors, j'expliquerai au fur et à mesure, parce que j'ai pris quelques libertés. Quand je dis intuition sémantique, évidemment ça choque, parce que le mot de l'intuition fait référence à autre chose. Et sémantique, je veux dire simplement dans la langue. Donc je fais un usage très libre, en mode deleuzien, du mot intuition sémantique, compte tenu des lectures qui ont retenu mon attention. Donc c'est peut-être pas idéal comme façon de parler, mais je pense qu'il y a un intuitus, un intueri, un regard. Et il le dit ça dans le Tractatus Wittgenstein, une perception presque sensible du symbolisme vivant. Et c'est ça que je veux dire. Donc, quand je dis dans la langue, c'est une précision indispensable. Une intuition dans la langue qui n'est pas une intuition qui nous a été léguée en héritage par les philosophes de l'intuition. Au contraire. Alors, est-ce que vous m'entendez bien ? Là, tout se passe. Bon. Alors, j'ai connu Fernando. D'abord, je voulais vous annoncer une triste nouvelle, mais en tout cas, c'est une indication précieuse. Il était un ami, travaillait beaucoup avec Jan Sebestik. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec Jan Sebestik et je suis helléniste de formation. J'ai commencé par une thèse sur Platon et puis j'ai bifurqué, et je m'en explique dans un livre d'ailleurs que j'ai donné à Philomena,
qui est une sorte de tournant brutal lié à mon héritage critique, parce que je suis, partout où je vais, une impure. Hein, je n'arrive pas à suivre une ligne pure jusqu'au bout. Hein. Je suis comme ça. Bon, c'est un aspect rebelle, un peu comme vous voudrez. Vous direz ce que vous en pensez. Alors, Fernando Gil a donc travaillé. On était ensemble d'ailleurs au Collège international de philosophie pour organiser le premier. C'est pas le premier, au moins le second ou le troisième, en tout cas en France, colloque de réception de Wittgenstein. C'était la première fois, si vous voulez, que ça prenait une ampleur assez importante. Je faisais venir des Anglais. Vous savez, il faut voir la France à cette époque. Hein. Alors, fin 60, c'était... oh là, qu'est-ce que c'est la philosophie analytique? On ouvrait des grands yeux, on mélangeait tout, mais ça existait quand même. Mais là, au Collège international, quand j'ai fait venir des ténors de la philosophie dite analytique, attention, je dis toujours dite analytique, parce que la philosophie analytique, je ne sais pas ce que c'est. Hein. J'étais assez contente parce qu'on m'avait permis, en tant que co-directrice de ce collège international dans les années 2001-2004, précédée par des années de direction de programme, donc je co-dirigeais avec François Nudelman, j'avais fait venir des anglo-saxons, des américains, des héritiers, et au vu de la nécessité d'avoir à controverser sur cet héritage mal connu en France et assez réprouvé en réalité. Hein, parce que surtout venant de la philosophie grecque, oh là là, mais qu'est-ce que vous faites, Antonia Soulez? Hein, les Grecs regardaient vers le haut, pas vers le bas. Mais ça m'a été dit avec beaucoup d'esprit par ma patronne de thèse. Et je le lui dois de pouvoir m'en souvenir. Parce qu'elle ne le disait pas comme ça. Elle n'avait pas tort. Ce qu'elle oubliait, c'est qu'elle avait écrit des choses sur Héraclite, la nuit, hein, des combats de Dieu, des guerres, hein, et donc ce n'était pas un héritage tranquille, paisible, où les philosophes s'entendaient bien avec eux, pas du tout, c'était la guerre tout le temps. Hein. Oui, et elle s'en est occupée. Donc quand elle me dit vous regardez vers le bas au lieu du haut, elle savait ce que c'était que le bas. Hein. Bon. Donc on a été ensemble, c'était un grand plaisir avec Fernando pour ce colloque sur la réception de Wittgenstein qui s'est, à mon avis, très bien passé. Enfin, ça s'est publié, je ne me rappelle même plus, j'aurais dû l'apporter ici, en 89, hein, parce que Wittgenstein est né en 89, donc on a respecté les dates. Le tout premier colloque de la réception de Wittgenstein, un grand colloque aussi, a été celui organisé par Granger à Aix en 69. Donc il y avait, disons, c'était quelque chose, ce grand colloque. D'ailleurs, moi, je le travaille encore. Il suffit de regarder mon livre pour voir dans quel état il est. Hein. Pour moi, c'est un livre absolument décisif. Mais, entre-temps, étant donné la tradition française, les gestes politiques des uns et des autres qu'on a un peu évoqués quand on se mêle de philosophie dans notre pays, fait que Wittgenstein, cum grano salis, hein, on prenait... et puis alors il y avait le logico-positivisme, il y avait encore Wittgenstein, il est assez littéraire. En France, on aime bien les gens qui écrivent. Donc la partie littéraire est mieux passée. Hein. Il faut dire que le positivisme logique était assez peu compris, lu, traduit, enfin, etc. Alors on a fait ça, Fernando, et ça s'est très bien passé. Et il y a alors ça s'appelle Acta Wittgenstein, quand même, je l'ai noté. Ce sont les actes du Collège international de philosophie 1989. Voilà. Alors, j'ai choisi je ne sais pas si ça va pouvoir être projeté, cette conversation chez Schlick, qui est carrée, hein, qui s'appelle Anti-Husserl,
Ce sont les conversations éditées chez Blackwell, et on en a traduit quelques-unes dans le manifeste. Oui, voilà, c'est ça, oui. Oui, c'est ça. Où est-ce qu'il est? Ah non, c'est plus bas. Comment ça se fait? Ça, c'est 65, 60. Oui, c'est plus bas. Bah, tant pis, écoutez. Ah, voilà, là, voilà. Là, voilà. Ça, c'est très important. Oh là, ça, c'est très important. C'est Schlick qui mène le jeu, la danse, hein, et qui fait parler Wittgenstein. Alors, vous pouvez le lire tranquillement pendant que je regarde un petit peu ce qu'il en est. Dans le détail, les arguments de Schlick et Wittgenstein, en réalité, diffèrent. Hein. Ils diffèrent sensiblement. Je m'intéresserai à cette différence. Comment chacun répond à une même question, hein. C'est un point que j'entends approfondir. C'est cette même question qui constitue un exemple de problème philosophique. J'insiste sur problème. Un problème à éliminer, hein, pour Wittgenstein, à éliminer. Problème métaphysique, vous allez voir pourquoi. Cela ne veut pas dire une réponse venue d'une doctrine qui serait la phénoménologie à prendre ou à laisser. En fait, Wittgenstein veut dire qu'il n'y a pas de problème phénoménologique si on les élimine comme problèmes, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de phénoménologie. Hein. Alors, à quel titre? Ça, c'est une question posée. Hein. Wittgenstein ne répond pas à toutes ces questions. Hein. À nous de travailler. Mon interprétation est que le problème que pose le formalisme pour ressaisir le vécu me paraît être allé plus loin chez Wittgenstein, alors qu'il se passe d'un réductionnisme formaliste à la Carnap, hein, paragraphe 164 de la construction logique du monde en particulier, sur la relation d'intention, vue du point de vue de la théorie de la construction, il s'y est coltiné, hein, que chez Carnap, qui a explicitement, durement, rigoureusement, résolument renoncé à l'analyse formelle du vécu à l'aide de la logique dont il disposait par son héritage russellien. Alors, la raison de cette recherche d'un problème même chez des auteurs qui se repoussent, hein, qui ne peuvent pas s'entendre dans le fond. Hein. C'est-à-dire qu'il y a une sensibilité phénoménologique de Wittgenstein et un refus d'adopter la thèse de ce qu'on appelle la troisième possibilité, selon Husserl, pour résoudre le problème qui est énoncé dans Anti-Husserl. Donc il y a un côté très ardu, difficile, pas fait pour faire la paix, si vous voulez, et en même temps pas un refus, pas une porte fermée. Hein. Et c'est Wittgenstein qui va le plus loin possible, pas les formalistes qui sont en face. Hein. Alors, c'est assez... il faut le dire, parce qu'en ce moment, il y a à la Sorbonne des jeunes, hein, qui travaillent sur le face-à-face, notamment Jean-Baptiste je ne parle pas de Benoît, Jean-Baptiste Fournier, qui fait des face-à-face, hein, le face-à-face entre phénoménologie et le cercle de Vienne, enfin surtout Schlick, et pas simplement, mais Wittgenstein, il s'y frotte pas trop. Alors, ce que je propose en termes d'intuition sémantique, selon moi, il s'agirait donc d'un regard informé d'un logicien qui considère que le symbolisme est quelque chose de vivant, hein, qui le prend dans l'usage, et même articulé à l'institution. Idée que l'on trouve d'abord explicitée
la toute première fois, de façon assez courageuse, par Alberto Coffa, que nous avions d'ailleurs invité dans un colloque, selon laquelle la signification d'un mot est constituée par les règles grammaticales qui s'y impliquent. Donc la question porte, vous voyez, sur la grammaire, et même la grammaire, un a priori grammatical. J'ai toujours pas tout à fait compris, hein, c'est pour ça que je travaille, hein, ce que c'est qu'un a priori grammatical. Hein. C'est rapporté à la grammaire de Wittgenstein, donc dans la phase 2 de la pensée, quand il énonce la thèse de la signification comme usage, que ce motif appelé ici intuition se tient dans un bon petit livre que Christiane Chauviré a écrit sur voir le visible. Hein. Il y a chez Christiane Chauviré une tentative de comprendre ce que c'est que, non pas l'évidence, mais l'auto-monstration d'une forme, hein, qui permet qu'on voit le visible, hein, que s'exerce précisément cette intuition. Cela, à l'égard d'un schème explicatif d'analyse, hein, car Wittgenstein récuse, disons, ce qu'on comprend trop facilement par analyse des complexes en éléments. Lui-même, dans le Tractatus, ne le prend pas comme argent comptant, hein, et à distance de l'usage au sens du fonctionnement des conventions linguistiques dans une communauté, qui est le point de vue de Schlick. Donc, au double point de vue, hein, récusé, qu'il récuse, Wittgenstein, d'un schème explicatif d'analyse. Vous voyez que déjà, il se bagarre avec la notion d'analyse dès le Tractatus, et l'idée de cause conventionnelle, hein, de convention qu'on ne peut pas expliquer, hein, de l'usage des mots dans une cité, disons. Alors, ça voudrait dire qu'il y aurait place pour une vérité a priori, hein, le mot d'intuition accolé à sémantique peut faire comprendre cela. Je vais aussi loin que je peux. Hein. Si je dis une bêtise, ben vous me le direz. Alors, pour comprendre une vérité a priori, mais qui est a priori en vertu de sa signification. Hein, et pas simplement parce qu'on a fait le tableau logique des calculs de vérité et de fausseté. Il s'agit de la force structurante de la signification. Et ça serait, en somme, une force supérieure au non-sens simplement analytique d'une relation, comme celle, par exemple, de la contradiction. Supérieure en quel sens? Il s'agit alors de compréhension, de saisie de relations même incompatibles, non en vertu de lois logiques, du calcul de proposition par exemple, mais en vertu de la grammaire philosophique. Vous voyez bien que je tourne autour du pot. Hein. Qu'est-ce que Wittgenstein et Moore, à qui Wittgenstein a parlé, a été exactement droit vers ce problème que Wittgenstein lui posait, mais Wittgenstein, hein, c'est dans les Philosophical Papers, qu'est-ce que vous signifiez par grammaire? Qu'est-ce que c'est votre grammaire, qui n'est pas la grammaire scolaire? Hein, il avait quand même écrit un Wörterbuch pour les enfants de l'école du primaire, Wittgenstein était. Et si vous savez, si vous regardez ce dictionnaire merveilleux, hein, qui a eu aucun succès, hein, autour de 25, je crois, à Vienne, ce dictionnaire pour les petits instituteurs, Wittgenstein, vous savez ce qu'il faisait, hein. Il écrit une introduction à ce Wörterbuch, donc un petit, disons, glossaire, dictionnaire de mots. Hein. C'est très important ce travail. D'ailleurs, on en a bien besoin en ce moment, hein, de réfléchir sur l'école sous cet angle aussi. Bon. Wittgenstein fait la préface, et cette préface annonce déjà, on est en 25, donc c'est quand même assez tôt, annonce déjà la future grammaire philosophique. Il faut donc le lire, il faut lire la préface avec, en anticipation, le programme de cette question difficile de l'a priori grammatical. Alors, je ne reprends pas, je ne vais pas faire une leçon là-dessus, parce que ça ferait perdre du temps, mais enfin, je le dis quand même pour que ça soit clair. L'a priori conceptuel. Jocelyn Benoît a écrit un ouvrage très important sur ce que c'est que l'a priori conceptuel,
et pour expliquer que le concept, si vous voulez, tel que Wittgenstein en hérite, c'est encore quelque chose qui comporte un contenu. Wittgenstein est mal à l'aise avec l'idée de contenu conceptuel. D'ailleurs, il se retourne contre Frege, paragraphe 80 et suivant des recherches philosophiques, en disant mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Le concept n'a pas de contour flou, de contour délimité. Pourquoi un contenu? Enfin, c'est comme ça que très vite il passe aux aspects. Et c'est dans ces passages-là. Alors. Le concept est chargé d'un contenu que Wittgenstein, dans sa critique de Frege, récuse donc dans sa seconde philosophie, et Benoît lui-même, Josselin, lui-même, fait le rapprochement, évidemment on y pense tout de suite, entre l'a priori grammatical et l'a priori conceptuel. C'est donc pas quelque chose qui permette de comprendre l'a priori grammatical, c'est quelque chose qui constitue un contre-appui pour comprendre ce que serait l'a priori grammatical selon Wittgenstein, qui rendrait possible, alors j'expliquerai ça via la question de la relation interne, rendrait possible la fameuse perceptualité du symbolisme vivant dans l'usage, mais alors cette fois tel que Wittgenstein l'anime et le fait exister, même phonétiquement, parce que les mots de la langue sont tönend, ils ont une tonalité, ils vibrent et ils ont un rythme. Et ça, c'est le dernier Wittgenstein. C'est le Wittgenstein. Alors, je ne dis pas musicien, c'est un peu rapide, mais la langue est orale dans les recherches philosophiques. On se parle et on fait entendre quelque chose. Il y a donc, c'est plus la vision d'un symbolisme dans un tableau, c'est cette fois autre chose. C'est une langue parlante, orale, dimensionnée selon ce qu'on cherche à exprimer, non pas dire, mais à exprimer. Et c'est là que le Schlick nous est précieux, d'ailleurs, à cause de l'expression, vous allez voir pourquoi. Alors, donc, page 195 de l'a priori conceptuel, Benoît précise, en référence également à Bouvresse, Jacques Bouvresse, pardon, la force de la règle, que la vraie différence entre a priori conceptuel et a priori grammatical, voyez, on va très lentement, vient de l'inscription des mots proférés. L'importance de la profération est majeure chez Wittgenstein. D'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est de voir combien elle est majeure chez les philosophes. Par exemple, chez Platon, dans le Cratyle, dialogue dont je m'occupe tout particulièrement, ça sonne, ça se dit, ça se profère, ça s'articule, mais on fait attention au contenu. Vous voyez, on oublie, on bâtit des tas de choses sur les contenus, c'est fou. Bon, alors justement, de l'inscription dans l'usage, le mot usage, il est à tout faire et à rien faire. Ça signifie tout et rien. Bon. Alors, chez Wittgenstein, ça signifie tout à fait quelque chose, qui est d'abord dans le rapport de solidarité entre des interlocuteurs, entre des parlants, entre des hommes parlants dans une communauté qui cherche à construire des relations, à se comprendre, à être intelligibles les uns aux autres. C'est extrêmement important. Et l'usage est un équivalent de l'institution. Il le dit dans une recherche philosophique, dans une des recherches philosophiques, que usage et institution sont synonymes. Enfin, il ne prononce pas le mot synonyme, mais il les met dans la même liste. Et que l'usage, ajoute-t-il, est le véritable obstacle à l'a priori. Alors, reste l'intuition donc, à laquelle Wittgenstein renvoie lui-même très tôt, parce que je crois qu'il est hanté par cela, très tôt dans le Tractatus, en 6.233, pour rendre perspicuous, alors là j'appuie sur le mot perspicuous, que nous n'avons pas en français tout à fait équivalent, le pouvoir d'un symbolisme vivant.
Et ça, c'est en fréquentant beaucoup McGuinness, avec lequel j'ai longuement travaillé, que j'ai acquis la conviction que le côté perspicuous, hein, c'est-à-dire visible, lisible, à la surface même d'un matériau vivant, vibrant, hein, de la langue, justifie qu'on puisse parler de l'intuition dans la langue, comme je le propose. Et ce point de vue rend justice à l'émergence d'une forme, alors je ne dirais plus évidence, comme Fernando, qui cherche une voie évidemment pour sortir du côté hallucinatoire de l'évidence, hein, dans son traité de l'évidence, extrêmement intéressant d'ailleurs, parce que c'est les mêmes arguments que Merleau-Ponty. Hein. 5, 4, 7, 3, 1 du Tractatus, il parle d'auto-évidence. Hein, d'auto-évidence. C'est-à-dire que rien n'apparaît en termes de choses à la conscience, mais il y a une auto-évidence, une émergence d'une forme d'évidence interne à la langue quand on... Voilà. Quoi qu'il ne soit pas question si vite, hein, de plaider pour une sorte d'évidence assez forte pour garantir une super forme de validité. Ainsi, quand la forme logique du langage se montre elle-même, hein, ça, c'est, je crois que peut-être qu'il y a d'autres philosophes qui ont fait attention à se montrer soi-même, soi-même quand il s'agit d'une forme. Et ça, c'est vraiment très important. Chez Wittgenstein, c'est l'automonstration. Je montre rien. Hein. Il se gourre, Schlick. Il n'y a rien à montrer là-haut. Hein. Mais, oui, il n'y a rien à aller chercher là-haut. Mais il y a quelque chose qui se montre, hein, qui émerge de soi-même par la vertu des fameuses relations internes qui sont une invention qui dérange beaucoup Fernando. Et c'est tout à fait clair parce que ce soit à la fin de son intervention dans les actes Wittgenstein, c'est à peu près à la même époque d'ailleurs, de la réception Wittgenstein qu'on a organisée au Collège international de philosophie autour de 1989, ou à la fin de son traité de l'évidence, ça se termine presque pareil. Hein. Qu'est-ce que c'est que ces relations internes ? Il y va, il flaire quelque chose, c'est évident qu'il est attiré par cette notion de relation interne qui est le soubassement, si on peut parler de soubassement, hein, de l'auto-évidence, de l'émergence de l'auto-évidence de la forme, hein, d'une forme qu'on ne dira pas logique, pas au bout d'un certain temps on ne dira plus ça, hein, cette auto-évidence, évidemment, s'impose autrement que par la vertu analytique des propositions tautologiques. Hein. C'est une forme différente. Alors, on est en 3.11 du Tractatus, frappé par le fait perceptuel de la saisie du sens d'une expression, quand le logicien regarde la forme de son sens. Alors, si vous avez compris ce que ça veut dire, la forme du sens à la différence du contenu du sens, il faut en donner des nouvelles, parce que même Wittgenstein n'est pas clair du tout. Hein. C'est plutôt Granger qui se faufilera par là et rabattra le contenu sur la forme pour formuler sa notion de contenu formel, qu'il tire de Wittgenstein d'ailleurs, mais dans un sens transcendantal. Enfin, ça, c'est une autre histoire. Alors, cette intuitivité de l'ordre entre structures de relations, hein, et non pas entre contenu ou choses dont il s'agit, y compris en situation analytique, hein, qui saute aux yeux du logicien, là on en a, hein, dans Anti-Husserl, le rouge et vert au même endroit, en même temps, même place, on peut y accoler la négation, c'est pareil, hein, on a une structure analytique au sens de l'incompatibilité logique. Mais même là, on a une force d'analyticité supérieure à l'analyticité au sens
proprement logique, d'une logique calculante. Ça, et Fernando le relève très bien. Donc on a quelque chose qui rend possible, et ça c'est extrêmement intéressant, qui saute aux yeux donc, du logicien, sensible à un symbolisme vivant, et qui trouve sa clé, la clé d'une compréhension de la signification pour une nouvelle combinaison. Il y a quelque chose de très simple dont le Cercle de Vienne se félicite, avec Schlick, qui à l'époque déjà le mène, 1929, qui pose cette question simplissime. Mais comment fait-on pour, avec des signes anciens, créer de nouveaux signes? C'est tout bête, mais ça va extrêmement loin. Il est clair que la logique ne le permet pas. Alors, il y a quelque chose qui a lieu sans qu'on nous l'explique. Et c'est ce que dit Schlick, et dont va profiter aussi Wittgenstein à sa façon, mais différemment de Schlick, en rejetant la fameuse évidence par ostension de Schlick, à laquelle s'intéresse Fernando dans son traité, sans qu'on nous l'explique. Cette clause « sans qu'on nous l'explique » est cruciale. Elle recoupe donc une question commune au Cercle de Vienne qui se trouve posée, comme je l'ai dit, dans son manifeste de 1929, sans beaucoup d'insistance, mais elle est bien là. Et l'important est dit dans cette philosophie qu'il est important de communiquer des signes nouveaux avec des signes anciens sans qu'on nous l'explique. Sans qu'on nous l'explique, c'est-à-dire, ça va, votre analyse en éléments, ça va, l'idée des objets élémentaires, ça va, l'idée des objets vers lesquels on pointe, on pointe du doigt, etc. Sans qu'on nous l'explique. Comment est-ce possible? Alors, lié à quelle force interne du langage, là réside la véritable capacité d'expression, car expression est littéralement dans le texte du Tractatus dès la préface. Ce n'est pas les limites du dicible, c'est les limites de l'exprimable. Et il y a une nette différence entre la capacité d'expression, Ausdrucken, et puis dire, qui s'oppose toujours à montrer, parce que c'est comme ça qu'on le présente dans les manuels, dans les explications des cours de philosophie à la Sorbonne, dans les séminaires, parce que c'est ça qu'il faut savoir et comprendre. Bon. Eh bien non, ça va beaucoup plus loin que simplement dire et montrer. D'abord, c'est le se montrer, c'est pas le montrer, et ensuite, c'est pas le dire, mais c'est l'expression. Mais c'est pas l'expression au sens sentimental, c'est le fait de porter à haute voix, de proférer, de faire entendre quelque chose qui a une signification et qui peut engendrer une autre signification autrement combinée. Alors, c'est qu'une expression distincte de la désignation exprime sa propre signification, encore une forme pronominale. Vous voyez, Wittgenstein est très fort pour les philosophèmes pronominaux, si je puis dire, vibrants et pronominaux. Voilà. À partir d'une structure interne liée à l'usage, toujours l'usage, pas les concepts, mais l'usage des concepts. Ce qui veut dire qu'on les fait vibrer dans l'usage, dans l'institution, dans la communauté parlante, etc. Ça plane pas au-dessus de l'institution, ça plane pas au-dessus de l'usage. Si ça planait, ça serait platonicien, on n'aurait rien à dire. On a quelque chose à dire parce que ça plane pas, parce que en haut on étouffe. Chez Platon, on étouffe. En bas, on se parle, on vit. Alors, et ça ne dépend donc ni des contenus des concepts, ni des conventions au sens de Schlick. Ceci dit, l'évidence peut délivrer une marque incitant à une forme de conviction sans que l'on puisse arguer d'une preuve absolue et sans nuance. On parlera, dit Wittgenstein, d'une impondérable évidence. C'est déjà trop long? Oh là là, j'y arriverai pas. Bon, alors, comme je ne vais pas y aller, je ne vais pas y arriver. Non, vous vous rendez compte? Je ne vais jamais arriver à ça. Bon, alors, je vais peut-être sauter. Qu'est-ce que je pourrais faire?
Oui, je pourrais donc indiquer, sans le développer, quelque chose que Schlick lui-même a travaillé vraiment de façon très, très pointue, très intéressante dans ses papers. Il faut lire absolument ce qu'il écrit là, entre expliquer un sens, parce que Schlick, d'une certaine façon, a préparé le terrain, tout en mettant les pieds dans le plat. Hein. Schlick distingue entre expliquer un sens, ce qu'il ne veut pas se contenter de faire, et expliquer la possibilité de l'exprimer. Encore autre chose. Hein. Eh bien, je dirais que voir le visible, hein, enfin, si vous voulez, l'appel de Wittgenstein à visualiser la vibration d'un symbolisme vivant, à travers d'ailleurs Durch, hein, dit Wittgenstein, le matériau, hein, dans lequel les concepts sont modelés, hein, aide à comprendre la différence, hein, entre la possibilité d'exprimer le sens, hein, et l'explication. Vous voyez qu'on est loin de l'idée que la philosophie analytique, à travers Wittgenstein en tout cas, s'appliquerait à analyser le langage comme ça, hein, par atome, par... bon. Alors, je vais aller encore un peu plus vite. Je voulais simplement ajouter, ça j'y tiens, et c'est ma lecture de Brian McGuinness, dans le prolongement de ce que je dis sur voir le symbolisme, hein, que Wittgenstein est loin d'être un philosophe de l'ineffable. Là, je me bagarre un peu avec des leçons qui circulent partout, hein, que Wittgenstein, bon, il y a ce qu'on ne peut pas dire, et puis il y a ce qu'on dit. Bon, c'est beaucoup plus compliqué. En fait, Wittgenstein, loin d'être un philosophe de l'ineffable, est proche de défendre un principe d'expressibilité. Hein. Les mots qui frappent, hein, c'est ce que Brian McGuinness lui-même a indiqué, que c'était son style. Hein. Il a une manière de faire sonner, hein, par un fact stating, hein, peu importe quoi, hein, des Sachverhalten ou facts. Hein, c'est ça qui est intéressant sémantiquement parlant. Ainsi, la saisie d'un fait se livre au lecteur à un niveau d'expressibilité tel que la référence elle-même en est fonction. Hein, donc c'est tout le contraire de ce qu'on pourrait croire. Alors, le philosophe, si vous voulez, on disait tout à l'heure avec Philomena que Dichtung, je ne l'ai pas traduit, pour moi c'est de la composition. Hein. C'est un travail de composition des concepts. Hein. Il n'est pas très très loin de Deleuze, hein, de l'idée de construire des concepts. Enfin, c'est ce que dit Uriah Sinasser. Je ne suis pas tout à fait d'accord, mais enfin, il y a une recherche compositionnelle du maniement du concept en fonction de l'environnement, des combinaisons avec d'autres concepts qui frappent l'œil, parlent au sens dans le langage. D'où cette expression majeure qui passe comme ça inaperçue, parce que le mot est moche, hein, ce que les signes échouent à exprimer, leur application le montre. C'est fort. Hein. Leur application, hein, le montre, donc c'est l'application, hein, c'est l'artiste qui applique, hein, c'est les arts appliqués à Vienne, hein, ça peut être aussi les économistes qui appliquent, hein, Neurath, hein, ils ne sont pas si loin, hein, Neurath et Wittgenstein, et donc signifier, c'est présenter clairement ce qui peut être dit clairement, klar darstellt, à condition d'exclure la recherche de la signification de ce qui ne peut pas être dit. Il ne faut pas s'accrocher, hein, c'est pas la peine, ça sert à rien. Hein. Voilà, donc c'est un aspect que je voulais signaler pour renforcer la thèse de l'expressibilité, qui n'est pas la dissibilité des
de ce qu'on peut faire avec des concepts, hein, dans l'usage, qui bouscule l'institution. Enfin, un petit peu comme chez Merleau-Ponty, vous avez dans Signe aussi, chez Merleau-Ponty, une articulation à la façon de Merleau-Ponty, bien sûr, tout à fait différente, prise tout à fait autrement, mais de la signification et de l'usage dans l'institution, de l'institutionnalisation de la signification. Chez Merleau-Ponty, c'est présent. Pas de la même manière, c'est évident, mais la leçon vaut également et oblige à dire, si vous voulez, que c'est la métaphysique qui est ineffable. Hein. Il n'y a pas de quelque chose dont je ne puisse pas parler, puisqu'il n'y a pas quelque chose. Hein. C'est Otto Neurath qui a rendu un très mauvais service au Tractatus, en disant mais qu'est-ce que c'est le mystique, Wittgenstein qui pense vers le mystique, etc., etc. C'est de la blague, il se fout du monde, mais pas du tout. Si on garde le cap de l'ingénieur, car Wittgenstein était un ingénieur, il ne faut pas oublier, sur l'application, hein, eh bien, on arrive à une forme d'automonstration en régime de ce que j'appelle la représentation sans explication, hein, qui est ce que nous devons conserver de l'effort wittgensteinien de mettre en relief la capacité d'auto-évidence de l'ostension, du moment que ce n'est pas l'ostension comme un montrer vers quelque chose, hein, et qui se donnerait à la conscience. Voilà, alors, bon, s'il faut que j'arrête, ben j'arrête. Je continuerai. Je voulais indiquer que le remplissement est très important, la thèse du remplissement. Ben, peut-être que ce n'est pas la satisfaction dont Schlick parle, hein. Évidemment pas, hein. Mais Schlick, il cherche, si vous voulez. C'est de bonne guerre. Hein. Schlick, il a essayé de comprendre pourquoi le savant est content. Hein. Tout le monde, hein, quand on trouve, on est content. Hein. Il y a un remplissement merveilleux, quoi. C'est la fantasia, c'est l'hallucination, la fusion de l'agent de la connaissance avec l'objet de la connaissance. C'est dans les rêves, comme dit Freud. Et Fernando cite le 6e chapitre de l'interprétation des rêves de Freud, avec beaucoup d'insistance. Et ça m'a frappé, parce que alors ça, c'est quelque chose que j'ai découvert. Je ne le savais pas. C'est en regardant mieux le traité de l'évidence que j'ai compris que Fernando, alors je ne sais pas, je ne l'ai pas entendu là, parce que je ne comprends pas assez ce qui se dit, vu que je ne parle pas portugais, mais ça m'a beaucoup frappé qu'il essaie de voir ce qu'il y aurait d'hallucinatoire. Notez que Merleau-Ponty dit pareil, concernant l'objectivisme sémantique le possible objectivisme sémantique de Husserl, hein. Il y a aussi une fascination de l'objet, hein, et de mise en question de la visée, hein. C'est-à-dire qu'on met l'objet que moi je vise, et c'est dans l'attente, hein, dans les grammaires de l'attente, au départ, hein. L'attente, c'est la mienne, hein. Alors ça veut dire l'attente, c'est la mienne, c'est-à-dire la mienne se superpose à l'attente. Bon, grammaticalement, c'est faux, hein. Grammaticalement, tout dépend du bout, hein. C'est-à-dire de ce qu'il appelle ce qui arrive. Ce qui arrive, c'est l'événement, hein. Ereignis, dit-il. Et donc, tout s'évalue en matière de signifiant, pas signifiant, etc., du point de vue du bout, hein, du résultat de l'aspect performatif de ce qui arrive. Et c'est là que l'éclairage montre de quoi il retournait, hein. Quand j'attendais, évidemment, le doigt dans l'œil, hein, en pensant que le rouge que je verrais dans la pièce d'à côté, c'est exactement ce rouge-là que j'avais visé. Mais pas du tout, dit Wittgenstein. Et alors là, c'est là que Fernando et moi, on a complètement raccordé nos façons de voir, parce qu'effectivement, il y a un double régime de l'anticipation qui met en question, moi je trouve de la manière la plus forte, la plus radicale,
l'intentionnalité, l'acte mental, la visée phénoménologique. Muito obrigado. Então, é sempre difícil interromper. Estava eu dizendo que é sempre difícil interromper uma comunicação tão interessante e tão vibrante. E é confesso que foi com muita pena que eu tive que dar o sinal de que tinha passado o tempo, mas Cronos é um Deus terrível. E... Comment? Cronos é um dia terrível. Ah oui, Chronos, terrible. E eu convidava agora a próxima oradora, professora Sofia Miguens, mas eu gostava só de, em anexo a esta conferência, gostava só de dizer aos interessados que não o disse na apresentação, mas a professora Antónia Solês foi uma interlocutora de Fernando Gil a seguir ao Tratado de Evidência, e esse diálogo está traduzido e publicado na obra que certamente muitos conhecerão, que são os modos de evidência. É um diálogo interessantíssimo. Exato. Obrigado, mas pronto, eu tinha essa intenção. Nós abriremos um espaço de questões no final. Perdão, a discussão será. Oui, la discussion c'est après. Oui. Eu ia dar a palavra à professora Sofia Miguens, que é a professora catedrática da Universidade do Porto. Ir para ali? Diogo, só um momento. O computador só chega até ali. Não quer ir para o púlpito? Se eu posso. Será que eu posso? Não, mas ela pode Oui, ir oui, para o bien púlpito. sûr. Oui, oui. Posso ficar sentada? Então sempre posso ficar aqui? No final. Oui, oui. Ben, elle peut venir là. Isso é feito. Bom, como eu estava dizendo, a professora Sofia Miguens é professora na Universidade do Porto, onde dirige o Mind, Language and Action Group e a linha temática Filosofia Contemporânea, áreas em que possui uma vasta obra publicada. E sem mais, ou seja, resolvidos os problemas técnicos, nós iremos ouvir a professora Sofia Miguens. Muito obrigada, professor Diogo, e boa tarde a todos. Okay. Boa tarde a todos. I will just say, I will be speaking Portuguese, so I'll say some words in English for those among us who don't understand Portuguese. First, that I'm very, very happy and very honored to be here and to see so many people gathered around the work of Fernando Gil. Aqui ou aqui? And the reason I'm going to speak Portuguese is I think I owe it to Fernando Gil. I think he brought us the wider world of philosophy here to Lisbon. I was his student here in the 1990s, but he also called our attention to the importance of being here, being Portuguese and doing philosophy in Portugal and doing philosophy in Portuguese. And language is very important for that. Antonia was addressing the importance of intuition sémantique, so intuition in language. Oui, mais c'est attention, en variation libre, Okay. À utiliser avec beaucoup de précaution. Okay. I'm just saying, vou falar português. Ok. E vou falar sobre metafísica da subjetividade Kant em Fernando Gil, retomando muitos assuntos que já foram aqui discutidos hoje. Há muitas entradas possíveis na obra de Fernando Gil. Ele costumava dizer-nos isto sobre Leibniz, usando Leibniz como emblemático da filosofia. E nesta comunicação eu vou olhar para o papel que Kant tem na obra de Fernando Gil, como uma forma de lançar luz sobre o tema das operações do espírito e da compreensão da compreensão. Porque este parece-me ser um tema constante, central na obra de Fernando Gil, e um tema que eu vou tomar como assinalando a intenção de Fernando Gil de articular uma metafísica da subjetividade.
E a minha ideia, quando me falaram deste colóquio, discuti um pouco com o André também, ao abordar desta forma o pensamento de Fernando Gil, foi colocar Fernando Gil lado a lado com aquilo que está hoje a passar-se em alguma filosofia europeia, novas discussões sobre a natureza da subjetividade, nomeadamente na filosofia alemã e francesa, em torno do chamado novo realismo. Filósofos como Marcus Gabriel, que foi o nosso Gulbenkian Visiting Professor, neste momento no Porto é o nosso professor visitante, ou Jocelyn Benoit, colega de Antónia Solés na Sorbonne, são dois dos representantes maiores e importantes do novo realismo na filosofia europeia contemporânea. E também Meillassoux, de quem vem o termo correlacionismo. E todos eles pretendem dar um passo para além de Kant. Eu quero fazer hoje aqui apelo a este novo realismo porque Fernando Gil tinha ele próprio simpatia por algum realismo. E a pressuposição fundamental que podemos associar a Kant e que os novos realistas querem fazer-nos abandonar é a ideia segundo a qual estamos perante uma alternativa exclusiva. Ou há só o mundo sem espectadores ou observadores, ou o mundo dos espectadores ou dos observadores. E para os novos realistas, esta forma de pensar sobre o pensamento, sobre pensar e ser, é enviesada. Depende daquilo que Meillassoux chama um correlacionismo sujeito-objeto que marca o velho realismo. Colocar a filosofia de Fernando Gil em diálogo direto com o presente parece-me, além disso, uma forma, espero, frutífera de continuar a fazer aquilo que o próprio Fernando Gil pretendeu fazer filosofia como ele próprio sempre pensou que a filosofia devia fazer-se. E nas palavras de Fernando Gil em La Conviction, esta investigação, traduzo aqui, assenta num diálogo de determinado tipo com a história da filosofia. A filosofia é, de alguma maneira, concebida como perene. As contribuições dos autores são consideradas tais quais na sua literalidade. Estávamos hoje de manhã a falar deste aspecto e cabe ao leitor julgar se esta é uma posição minimamente fecunda. Eu penso que é sempre muitíssimo fecunda em Fernando Gil e quero fazer isso, ensaiá-la hoje quanto a Kant e às relações de Fernando Gil com Kant. Portanto, estou exatamente a par com aqueles que na filosofia europeia estão neste momento a repesar, revisitar a sombra absolutamente dominante de Kant na filosofia contemporânea, muita filosofia contemporânea. E o que me interessa então aqui é o seguinte: Fernando Gil tinha Kant sempre à mão, acho que posso dizer assim, e no entanto afastava-se dele. E afastava-se de Kant em pontos específicos e é isso que me interessa aqui. Quais? Eu recordo, para começar, uma citação que Fernando Gil faz num dos seus principais livros, Mimesis e Negação, de uma passagem do helenista brasileiro Eudoro de Souza. Português. Eu conheci o português brasileiro, precisamos mesmo trabalhar em conjunto em português. E diz então Eudoro de Souza, eu não sabia que ele era originariamente português, o real é tão subjetivo quanto objetivo. E, por conseguinte, a solicitação vem do real que é o mundo para o real que nós somos e vai do real que nós somos para o real que é o mundo e é uma solicitação recíproca e simultânea. Isto é Fernando Gil, em 1984, citando Eudoro de Souza. Fernando Gil subscreve estas palavras e volta a elas, considera-as inspiradoras. Evoco-as aqui porque um kantiano não falaria exatamente assim. Então, o que quer e o que não quer de Kant, exatamente Fernando Gil. A primeira coisa a dizer é um ponto metodológico. Como bem sabem todos aqueles que estão aqui, Fernando Gil era um filósofo de muitos filósofos e um autor original, e por cima disso um autor original. E os seus livros são sempre, por nós que os lemos, lições de história da filosofia, mas não apenas isso. Encontramos neles desde Aristóteles ou os estoicos até à filosofia analítica contemporânea, por onde ele começou, em La Logique du Non, passando por aqueles filósofos sem os quais a sua obra não se faz. E para além de Kant estão lá, por exemplo, Leibniz, Husserl, Wittgenstein e Fichte. Talvez o passo adiante relativamente a Kant possa vir de Fichte, possa vir do lado do idealismo alemão. É aquilo que um realista idealista como Marcus Gabriel e também um filósofo analítico quer fazer, precisamente dar, a partir do idealismo alemão, alguns dos passos que interessa dar para além de Kant. E porque mencionei a filosofia analítica, recordo que a tese de doutoramento de Fernando Gil, feita no final dos anos 70, na Sorbonne, penso, intitulada precisamente La Logique du Non, tem por trás a discussão de nomes, em torno de nomes próprios e descrições definidas em Gottlob Frege e Bertrand Russell, que tão importante é para a consideração de orientação metafísica realista das relações pensamento, linguagem e mundo na filosofia analítica. E penso que foi a professora Luísa Couto Soares, que não está aqui neste momento, que salientou que nos últimos tempos de vida Fernando Gil tinha voltado a ler Naming a Necessity, de Saul Kripke. Portanto, a relação com a filosofia analítica esteve lá muitas vezes. Na filosofia analítica, o realismo é
forte. A filosofia analítica não é, evidentemente, a única referência da obra de Fernando Gil, nem sequer a principal, e a história da filosofia não é nunca um fim em si na obra de Fernando Gil. Como comecei por dizer, todas as leituras que Fernando Gil faz da história da filosofia são e pretendem ser diálogos diretos a avaliar pela produtividade, para o tratamento dos problemas que lhe interessam. E é isso exatamente que Fernando Gil faz também com Kant. Fernando Gil não é um kantiano no sentido em que, por exemplo, hoje filósofos como, por exemplo, John McDowell ou Christine Korsgaard são kantianos, no sentido em que quando alguém como McDowell pensa sobre percepção e consciência, ou alguém como a Christine Korsgaard pensa sobre moralidade, eles terminam nessa profissão de fé kantiana, são assumidamente kantianos. Fernando Gil talvez esteja mais próximo de uma relação conturbada com Kant, relação que tem filósofos que são profundos conhecedores de Kant, por exemplo, o filósofo alemão Dieter Heinrich, ou então o filósofo francês Jocelyn Benoist, que são grandes conhecedores de Kant, mas são também críticos de Kant. Mas então, que presença tem Kant em Fernando Gil e o que é que Fernando Gil quis de Kant, dialogando com ele? E isto é algo que Fernando Gil faz em todos os seus livros, desde livros maiores como Mimesis e Negação, até a Convicção, que talvez seja o livro de Fernando Gil que eu leio e releio mais vezes. Será que aquilo que Fernando Gil faz, isto foi a minha questão de partida para hoje, sobrevive ao imperativo de afastamento de Kant dos novos realistas? O que é esse imperativo de afastamento de Kant, que não é de toda uma injunção para não ler Kant ou não voltar a Kant? O imperativo de afastamento de Kant do novo realismo diz respeito à ênfase kantiana na ideia de realidade construída e interpretada pelo sujeito. E os novos realistas pensam que esta ideia de realidade construída e interpretada, que vêem, nomeadamente, por trás dos pós-modernismos e estão a procurar reagir contra eles, traz consigo um indesejável relativismo culturalista e, sobretudo, conduz-nos até à negação de que a natureza tem ela própria, sem a construção feita pelo sujeito, uma realidade determinada. Ora, nem os novos realistas, nem Fernando Gil pensam que seja esse o caso. A realidade não está à espera de ser conhecida e pensada para ser de forma determinada. E, por isso, nenhum destes autores pode ser kantiano neste sentido até ao fim. A proposta fundamental dos novos realistas, talvez a única que eles têm em comum, porque são filósofos totalmente diferentes entre si, é então deixar cair o chamado correlacionismo, a ideia segundo a qual, ao pensar sobre o pensamento, estamos sempre fechados numa relação humanos-mundo, sendo esta relação uma relação de construção, e somos, consequentemente, obrigados a reduzir a noção de aparências, o aparecer, à noção de fenómeno ou de fenomenalização de algo. Portanto, aquilo que os novos realistas têm em comum é uma valorização do aparecer e das aparências, uma não consideração das aparências como mera aparência. Algo de afim à valorização do sensível em Fernando Gil. Pelo menos estas ideias do fechamento na relação humanos-mundo e de consideração da aparência como fenómeno podem ser retraçadas a Fernando Gil, e Fernando Gil não as aceitaria desta maneira. Isto é perfeitamente visível, nomeadamente nas suas análises do sistema percepção-linguagem, nos seus temas da mimesis, da expressão, da afinidade entre as coisas e os nossos modos de pensar. Se, apesar disso, o projeto maior de Fernando Gil foi fazer uma metafísica da subjetividade, se, apesar disso, o projeto de Fernando Gil foi compreender a compreensão e as operações do espírito, o que é que isso significa exatamente se muitas das metafísicas contemporâneas da subjetividade são retraçáveis a Kant? E, mais especificamente ainda, o que significa para os novos realistas recuar perante Kant, precisamente se é Kant que está na origem dessas metafísicas da subjetividade. Recuar perante Kant significa ir em busca da natureza nada evidente, nada cartesiana, da subjetividade, da consciência e da evidência. E é para isto que Fernando Gil convoca muitos dos seus filósofos, desde logo, por exemplo, Husserl e Wittgenstein. Significa também recuar perante certas ideias que são ainda para nós hoje bastante naturais. Vamos fazer um pouco de psicanálise conceptual. Quando discutimos história da filosofia, estamos sempre a fazer isso. Como é que Kant está na nossa forma, de cada um de nós, trabalhar em filosofia? E, falando por mim, parece estar em toda a parte. Parece ser quase como um vocabulário de partida, é um vocabulário inabdicável. Kant marcou toda a filosofia dos séculos XIX e XX, marcou a forma como os debates em torno de realismo e idealismo decorreram. Nós não conseguimos contar para nós próprios essa história sem recorrer a Kant. A própria filosofia analítica, a tradição na qual eu mais trabalho, aparece como uma certa forma de realismo que reage ao idealismo britânico devedor de Hegel, de autores como Bradley ou MacTaggart, por sua vez filiável a Kant. E não é simples nós orientarmos aqui, desde logo porque
Todos nós, ou quase todos nós, é o que estou a sugerir, falamos ainda, mesmo sem nos apercebermos, uma linguagem kantiana, a linguagem da crítica da razão pura e da revolução copernicana, mesmo que nós estejamos só a fazer epistemologia. Por exemplo, em vez de perguntarmos como as coisas são em si próprias, perguntamos-nos como devem elas ser, de forma a serem conhecidas por nós. Mas o que é que nós queremos dizer quando dizemos que conhecemos apenas fenómenos? E porque é que havemos de distinguir coisas em si de representações? O que é que havemos de fazer dessa complicadíssima noção de Vorstellung, ou representação, que aparece de 10 maneiras diferentes em autores como Kant, como Frege, como Wittgenstein? Porque é que havemos de distinguir aparências de coisas em si? Não podem as coisas ser também como aparecem? Hoje já ouvimos muitas pessoas falarem exatamente nessa pista. Não serão as aparências reais? Será que realmente temos que usar o nosso vocabulário das intuições cegas sem conceitos e dos conceitos vazios sem intuições? E, sobretudo, o que é que nós queremos dizer quando dizemos, na pegada de Kant, e muitas vezes, muito simplesmente, que o eu penso acompanha todas as minhas representações quando pensamos sobre pensamento? Era este ponto a que eu queria chegar e queria sugerir que, para lermos Fernando Gil e para lermos um livro com uma convicção, nós podemos e devemos aqui distinguir no pensamento de Kant 3 temas ou agregados temáticos. 1, o eu penso, da crítica, da analítica transcendental. 2, a separação fenómeno-númeno. 3, a ideia tudo é representação. E olhando então para Fernando Gil, o primeiro tema, o eu penso, é o próprio objeto maior de Fernando Gil, mas não no formato kantiano. O terceiro tema é completamente rejeitado, o segundo tema também é completamente rejeitado. Restaurar contra Kant um mundo que existe, independentemente de qualquer eu que sobre ele pensa, não é, portanto, proclamar que a subjetividade não existe. Trata-se apenas de considerar que a subjetividade não tem o papel englobante, construtor, transcendental que a revolução copernicana lhe deu. E é por esse caminho que Fernando Gil avança, mesmo se não recusa totalmente a ideia de transcendental. Eu queria muito que me ajudassem a compreender o que é que exatamente Fernando Gil quer dizer com transcendental, porque isso é o grande problema de ler Fernando Gil e filosofia analítica ao mesmo tempo. A noção de transcendental é uma noção muito complicada. Mas, de qualquer forma, Fernando Gil retém, vamos sugerir que ele retenha, o eu penso que deve acompanhar todas as representações. E, no entanto, tal como farão os idealistas alemães posteriores a Kant, ele avança pelo eu penso adentro, atrás de aspectos menos evidentes ou conscientes, tais como a atividade, passividade, inconsciente, imaginação ou liberdade. Não temos de um lado o eu penso e do outro lado o mundo enquanto fenómeno constituído por categorias e assim e apenas assim objetivo. Não é o caso... não é o caso, por isso, em contraste com a filosofia transcendental diretamente inspirada por Kant, sobretudo de orientação epistemológica, que o foco primeiro de Fernando Gil seja o conhecimento como construção categorial, aquilo que é a pedra de toque da crítica da filosofia como correlacionismo e construção pelos humanos. Temos sim subjetividade no mundo, mas esta não é desde logo clara para nós. São antes, precisamente, as operações e as atividades aí encontradas que interessam Fernando Gil. E notemos que a verdade, a objetividade da ciência não são por isso postas em causa. Fernando Gil sempre trabalhou em torno de ciência. Ainda hoje de manhã dizíamos que essa era a grande diferença nas leituras da história da filosofia entre Fernando Gil e alguém como, por exemplo, Richard Rorty. É precisamente para nos abeirarmos das operações do espírito e da compreensão que Kant serve muitíssimas vezes nos escritos de Fernando Gil como instrumento de exposição e como ponto de partida. Então, tudo o que eu queria fazer aqui hoje é considerar dois exemplos daquilo que isso significa, portanto, da forma prática como Fernando Gil faz isso na sua obra. O primeiro exemplo é um texto de La Conviction e o segundo encontra-se num dos textos reunidos precisamente em acentos, um texto intitulado Inteligibilidade Finalista, Inteligibilidade Expressiva, e foi inicialmente uma comunicação num colóquio Kant na Faculdade de Letras de Lisboa em 2004, há mais de 20 anos, aqui em Lisboa. Então, entre as páginas 25 e 28 de La Conviction, encontram-se as seguintes passagens. Une théorie de l'intelligibilité s'ancre dans la connaissance à la première personne. La croyance, l'intuition, les pratiques cognitives sont l'affaire du sujet. Aussi faut-il en passer par une enquête sur la subjectivité. Quel est ce je que je suis? Qu'est-ce que le moi? Me percevoir en qualité de sujet signifie être conscient de moi. Conscience s'oppose à un état de non-conscience, inconscient, sous-conscient, pré-conscient. Je me sais moi, ich et nunc. Para Fernando Gil, o saber de si próprio como um moi diz respeito a uma separação relativamente a um exterior e diz também respeito a uma identidade pessoal a que se adere, a uma origem de ações e a um sentir.
Continua, dans le concept du moi, il en va d'une adhésion à soi qui s'impose au sujet, il faut l'interroger. Mas é preciso interrogar o moi e essa adesão a si próprio, porque esse moi não é um eu substancial intelectualizado. A adesão que interessa a Fernando Gil não se confunde com la substancialisation que Kant dénonce dans les paralogismes de la raison pure, dos temas das aulas que ele nos dava aqui em Lisboa. Kant se demande ce qui pousse l'esprit, il dit l'âme, à se regarder comme substance et substance simple et une. Quel est le secret de l'opération qui transforme l'unité de la conscience en une unité du sujet en tant qu'objet? L'unité est pour Kant un réquisit a priori. Le sujet transcendantal vaut pour la référence stable, le témoin de l'application des catégories au phénomène en quoi consiste l'expérience. L'unité de la conscience constitue un fondement sous la forme du « je pense ». À ce titre seulement, le « je pense » est une représentation dont la fonction consiste à accompagner les autres représentations. Tel est son rôle cognitif. Sa substantialisation résulte d'une hypostase qui reste à expliquer. Bien que désubstantialisé, désuni, complexe, le moi ne se réduit pas en postulat formel. Sa déconstruction n'entraîne pas pour autant la perte, l'adhésion à soi. Le moi correspond donc à une conscience ponctuelle de soi embrumée. A palavra é de Fichte, eu penso que é muitíssimo importante para Fernando Gil, avant d'être réflexive. On ne connaît pas le moi par une idée, on en a conscience grâce à un sentiment confus mais indubitable, qui n'est pas faux. Apesar disso, continua, les éléments du moi font système, malgré leur diversité. Alonguei-me nestas passagens e desculpem, não pus todos os slides correspondentes. Alonguei-me porque os aspectos evocados me parecem importantes e é verdade que a teoria da inteligibilidade que Fernando Gil persegue está ancorada no conhecimento de primeira pessoa e que crença, intuição, práticas cognitivas são algo que um sujeito faz. E é por essa razão que fazer filosofia deve passar por uma investigação sobre a subjetividade. E, no entanto, preciso perguntar o que é essa primeira pessoa, esse self, que eu sou e o que é essa atividade. Perceber-me como sujeito, saber que eu sou eu e que é de nunca, significa, sem dúvida, ter consciência de si próprio e consciência é o oposto de estados de não consciência. Inconscientes, subconscientes, pré-conscientes. Mas ser um eu, este eu, está aqui ainda em causa uma separação relativa ao exterior, uma adesão a si mesmo, um sentimento de ser a origem das ações próprias. E todos os aspectos, nestes aspectos enunciados, não podemos nunca esquecer que este eu, este sujeito, esta interioridade, esta adesão a si, esta agência, não são uma identidade dada a priori. O interesse pelos tópicos, por estes tópicos, é acompanhada, em Fernando Gil, pela denúncia que o próprio Kant faz nos paralogismos da razão pura, na crítica da substancialização do eu. O eu não é uma alma, uma identidade dada a priori. É, na verdade, uma questão para o próprio Kant saber o que leva a nossa mente a considerar-se como uma substância simples e única, como uma alma. Na passagem programática que citei e que continuo a glosar, Fernando Gil retoma precisamente a pergunta pelo segredo da operação que transforma a unidade da consciência, a unidade do pensamento pensado, numa intuição de sujeito enquanto objeto. Pensa que a substancialização resulta de hipóstase, ouvimos-lo dizer isto, e que esta continua por explicar, pede para ser explicada. E este é o terreno da convicção, um livro no qual se trata de variadíssimos aspectos da nossa vida epistémica, desde a animalidade das nossas crenças perceptivas até a ação do nosso pensamento, o aspecto ativo do nosso pensamento em política ou em matemática. O eu penso é, sim, uma representação cuja função ou papel cognitivo é talvez acompanhar outras representações, é certo, mas nunca deve ser esquecido que, ao analisar tudo isto, o eu nunca deve ser substancializado. Embora dessubstancializado, desunido e complexo, o eu não pode ser reduzido a um postulado formal. E, além disso, a desconstrução do eu, que de alguma forma é empreendida por Fernando Gil, não leva, diz ele, necessariamente à perda da autoadesão. Então, Fernando Gil interroga-se, tendo Fichte em mente, acerca de se o eu não corresponde, interroga-se sobre subjetividade, acerca de se o eu não corresponde a uma consciência pontual de si mesmo, que é nebulosa. Diogo, desculpe, posso ter 6 ou 7 minutos? Tenho duas páginas para tentar explicar o que... Chegar ao segundo exemplo. Portanto, o ponto é chegar a uma subjetividade nebulosa antes de ser reflexiva é um aspecto extremamente importante daquilo que Fernando Gil quer fazer na convicção, e um autor como Fichte,
é um dos passos em frente relativamente a Kant que ele utiliza nesse seu uso livre da história da filosofia para tentar explorar essa nebulosidade. Eu vou saltar uma comparação que queria fazer precisamente com os novos realistas, que eu vou acabar por não explorar aqui, vou falar mais do que Fernando Gil fez, que é quando chegamos a esta forma de encarar o estudo da subjetividade, o terreno que se abre, e é um terreno comum a novos realistas como Gabriel e Gil, é o terreno daquilo que, por exemplo, Gabriel chama fenómenos epistemológicos negativos, delusion, alucinação, ficção, que, por exemplo, Gabriel distingue cuidadosamente de questões como negação, a falsidade, que são tratadas diretamente na lógica, por exemplo, e que não se identificam com estas outras questões epistemológicas. É uma confluência que eu gostaria de ter explorado aqui. Mas vou resumir, vou cortar. Disse-vos que queria dar dois exemplos daquilo que o Fernando Gil faz no seu uso, recuo quanto a Kant. O primeiro vai ter uma subjetividade nebulosa e afista após Kant, e vou tentar chegar ao segundo. E aqui no meu texto eu chamo ao segundo Corrigir Kant com Leibniz ao ouvido, glosando o texto do próprio Fernando Gil em acentos que vão de novo editar hoje aqui. Portanto, o meu segundo exemplo, acerca de como Fernando Gil mantém Kant próximo e distante, diz respeito à questão da finalidade ou teleologia na natureza e à forma como Kant pensa essas questões na crítica do juízo. Eu imagino que todos os estudantes de Fernando Gil, mais velhos que eu, aqui em Lisboa, no Gabinete de Filosofia do Conhecimento, tenham passado tempos imensos a discutirem a crítica do juízo. Eu própria, como estudante, ia sempre ouvir a Filomena falar sobre crítica do juízo, e o professor José Gil, nas aulas de Estética da Nova, continuando estes temas estamos a chamar da finalidade ou teleologia na natureza. Mas Fernando Gil não gosta exatamente deste canto, deste canto que liga a teleologia da natureza a um suprassensível. Estes são temas de Kant na terceira crítica. Kant considera que, enquanto pura e simples natureza, a realidade procede mecanicamente, é assim que a ciência procura conhecê-la. Esse é o objeto do Kant da primeira crítica, o Kant epistemólogo, que pode ser lido como filósofo da ciência. No entanto, na terceira crítica, a crítica do juízo, Kant olha para essa realidade com novos olhos e declara que nas belas formas, como as conchas ou as cristalizações, as figuras variadas das flores, a estrutura interna dos vegetais ou dos animais, a natureza procede também à maneira da arte, e a nossa faculdade de julgar reconhece isso, encontra isso. O als ob, o como se do juízo estético, irrompe e revela a finalidade na natureza. Não é que na natureza exista realmente finalidade e intencionalidade, mas é como se existisse. Esta é a chave da visão kantiana das formas e da vida, e é assim que o nosso espírito, alheio à natureza concebida no primeiro sentido, se reencontra em casa na natureza concebida neste sentido. O sentido desponta de novo nas coisas da natureza, e nós humanos experimentamos um prazer desinteressado ao reconhecê-lo, regozijamos ao pensar na natureza segundo um princípio da finalidade, regozijamos no acordo da natureza com a nossa faculdade de conhecer. É assim tocado o suprassensível, um termo que tem vários usos em Kant e que unifica o seu sistema, mas que significa sempre aquilo que transcende a cognição humana e que pode, por exemplo, referir-se às ideias reguladoras da razão, ao domínio extranatural da liberdade ou à ideia de uma finalidade e de um sentido racional do todo. Ora, Fernando Gil parece ter problemas com este suprassensível em Kant. Corrijam-me se eu estiver errada. Fernando Gil, podemos dizer, como Leibniz, eu vou resumir ao máximo o que queria dizer, Fernando Gil, podemos dizer que como Leibniz ou como Goethe, pensa que o pensamento da forma, do belo, da vida, não tem de estar em polémica com as ciências da natureza. O seu discutível atrevimento, é assim que ele lhe chama no texto inteligibilidade finalista, inteligibilidade expressiva, é propor que é preciso, como disse, corrigir Kant com Leibniz ao ouvido. Segundo Fernando Gil, há finalidade demais na crítica do juízo, e ele defende que Kant dispunha, está aqui o texto, Kant dispunha dos elementos leibnizianos para que o sentido que desponta nas coisas da natureza não o devesse obrigar a pressupor maciçamente uma teleologia, em última análise, ordenada a desembocar no suprassensível. Interroga-se se não será estulto questionar a inteligibilidade do como se, de tal modo, ela orienta a terceira crítica. E se não estaremos a pedir a Kant demais, a pedir a Kant que não seja Kant, murmurando-lhe ao ouvido que teria sido melhor se ele tivesse sido Leibniz. Decide, no entanto, que, pelo contrário, ao fazê-lo, estaremos a poupar a Kant embaraços.
Aquilo que Fernando Gil propõe finalmente é então que a analogia e as suas leis, que Kant procura compreender sob o modo como se, podem ser vistas como remetendo para a expressão e não fatalmente para a finalidade. O pensamento ou conhecimento das formas não tem por conduzir necessariamente ao suprassensível, ao contrário do que Kant sugeriu. E seria este o momento em que eu gostaria de voltar à minha citação inicial do Eudoro de Sousa, português, helenista. Lembram-se que quando ele dizia: o real é tão subjetivo quanto objetivo e, por conseguinte, a solicitação vem do real, que é o mundo, para o real que nós somos, e vai do real que nós somos para o real que é o mundo. É uma solicitação recíproca e simultânea. Era isto. Muito obrigada. Obrigado, Sofia, por esta comunicação que nos trouxe ao debate um tema tão importante e tão dominante na obra de Fernando Gil, que é a sua relação com Kant, e obrigado também pelo esforço para recuperarmos um pouco do tempo que nos vai sempre à nossa frente. Temos ainda tempo, no entanto, para umas breves perguntas, não sei se existem, com certeza. Faz favor. Micro. J'aimerais poser une petite question à Antonia Solis. Dans quelle mesure les expressions de langage chez Wittgenstein rentrent dans l'échafaud des expressions de la monadologie de Leibniz? Alors là, je ne sais pas. Excusez-moi, je ne peux pas répondre. Quand je ne peux pas, je ne peux pas. Je suis désolée. Je ne connais pas assez bien la question pour vous répondre directement, de façon rétroactive en plus. Je vais ajouter quelque chose qui rejoint une question que je voulais poser tout à l'heure, et même de manière plus générale. C'est le rapport de Fernando à l'histoire de la philosophie. Wittgenstein n'était pas un historien de la philosophie. Il n'avait pas reçu d'études à l'université pour apprendre ce que c'est. Il était un élève d'un ingénieur qui s'est d'ailleurs suicidé, Boltzmann, en 1905 ou 6, en Allemagne, et il se vouait à des études d'ingénieur. Sa notion d'Anwendung, d'application, est ingéniorale. C'était dans l'esprit autrichien, mais il l'utilisait à sa façon. Par rapport à l'histoire de la philosophie, il dit lui-même « Platon a tout dit ». Mais dans un récent petit échange très agréable avec Vincent Descombes, qui vient de lire mon livre que je viens de faire paraître, peut-être il aurait été davantage aristotélicien s'il l'avait connu. Mais il ne lisait pas. Il a lu un peu le Théétète, il a lu un peu le Cratyle à travers Karl Bühler. Ça, c'est très important. Mais Aristote, alors qu'il aurait peut-être été aristotélicien, il ne l'a pas lu. Alors, il n'était pas très versé dans l'histoire de la philosophie. Kant, il en parle comme ça. Nietzsche, c'est comme ça. Il est cavalier et il fait dire aux auteurs ce qu'il a envie de leur faire dire. Il n'est donc pas correct, si vous voulez, du point de vue des études universitaires. Il n'était pas un universitaire. Hein. Il faut savoir ça parce que la philosophie, d'abord, pour des gens comme moi, qui avons fait de l'histoire de la philosophie et qui estiment que c'est extrêmement important du point de vue pédagogique, hein, parce que sinon, on ne sait pas ce qu'on dit. Il faut quand même ne pas croire qu'on fait de la philosophie en disant Kant a dit que, Platon a dit que, Leibniz a dit que, Spinoza a dit que. Non, c'est pas possible. Bon. Alors, donc il faut tout réévaluer. Et c'est un exercice extrêmement difficile. Mais Wittgenstein, lui, il s'y prend autrement, de par sa culture.
hein, de par sa culture aussi, parce qu'il n'était pas un académique. Voilà, donc ça me paraît très important pour le rapport entre histoire de la philosophie et philosophie, qui est une question qui s'est posée à nous, en France. Hein. Quand j'ai changé d'attitude vis-à-vis de la philosophie, j'étais très attirée par les anglo-saxons, mais pour pas que de bonnes raisons. Hein. Et c'est cette liberté, si vous voulez, de retrouver les usages tels quels, hein, sans construire d'ordre de hiérarchie entre les langages qui m'attirait. Je voulais faire ma thèse en langage ordinaire, imaginez-vous. Je lisais Austin en 1966, qui n'était pas traduit d'ailleurs à ce moment-là, pas encore. Donc il y avait un côté indiscipliné, vous voyez, parce qu'on avait été très discipliné, voilà. Et donc c'est très intéressant. Ceci dit, il a raison, Fernando, hein, de revenir à l'histoire de la philosophie. Comme moi je dis, j'ai raison qu'on veuille retourner au grec. Il faut connaître le grec, il faut connaître l'hébreu, il faut connaître l'arabe, il faut connaître les langues mortes. Hein. Il ne faut pas les chasser pour autant, vous voyez, sous prétexte qu'on dit allez c'est fini, c'est plus de l'époque, c'est plus dans notre culture, on s'en fout, etc. Donc je ne dis pas que ce n'est pas une déclaration de guerre. La déclaration de guerre contre la métaphysique que Wittgenstein ne mène pas. Hein. Il ne dit jamais qu'il faut faire une déclaration. C'est pas du Neurath était assez malin, hein, mais c'est un homme politique. Pas Wittgenstein du tout. Hein. Donc il n'y avait pas de règlement de compte. Hein. Et donc le rapport entre histoire de la philosophie et philosophie peut être repris, pondéré, examiné en profondeur grâce, je pense, à Fernando, qui fait ce qu'il fait très bien. Il a raison, mais c'est pas le dernier mot. C'est pas le dernier mot de la philosophie. Je ne sais pas ce qu'en pensent les Français qui sont ici. Il y en a quand même quelques-uns qui ont traversé nos tribulations, enfin nos soucis politiques, hein, même je dirais des années 60-70. Moi, c'est pas pour rien que j'ai suivi des gens de philosophie analytique, des sciences cognitives. Je me suis dit, c'est pas pour autant que je suivrai Jean de Liard. Mais enfin, ceci dit, j'étais intriguée par la distinction à faire, sans doute, provisoirement, entre philosophie et histoire de la philosophie. Oui. Donc, je peux répondre oui, c'est une bonne question, et en même temps être incapable d'y répondre. Obrigado. Temos ainda tempo para mais uma questão. Sim. Antónia, je te remercie vivement. Je devrais connaître ton texte, mais tu n'as pas le texte entier. Mais si tu l'as... Entier, ici, oui, si. tu l'as entier. Alors, tu peux me l'envoyer. Oui, non, je ne te l'ai pas envoyé, mais je l'ai là. Hein, et je te l'enverrai tout de suite. Mais ce qui m'a frappé, c'est que tu parles de langue et pas de langage. Ah. Ça, c'est formidable. Oui. Parce que j'ai toujours vu chez Wittgenstein un amour intouché pour la langue. C'est la langue. Et la langue et pas le langage. Et pas le Donc, langage. les traductions en anglais et en français sont tous erronées. C'est tout à plat, ça tombe à plat. Absolument, absolument. Oui, on ne sait pas ce que Ça, c'est. Alors à qu'il côté, parle du matériau de la langue. Oui, absolument, c'est la langue qui en est. Donc, l'oralité, les sons, et ça m'a frappé cette différence entre Ausdruck n'a rien à voir, Ausdruck, avec dire. expression, avec le rapport entre dire, sagen und zeigen. Absolument. Rien à voir, c'est un autre monde. C'est un autre... sont parallèles. Oui, oui. Et donc, le problème du style, ce n'est pas insignifiant. Non. C'est central, parce qu'il s'agit une fois encore d'Ausdruck et pas de sagen. Et cette idée de faire entendre en rapport avec faire voir le symbolisme. Il y a là... Vivant. Oui. Vivant, c'est là. Il y a une articulation. Et j'ai pensé à l'idée de Fernando Gil que la perception et le remplissement de l'hallucination n'est pas le contraire. Quand tu as dit que la référence n'est pas de l'expressibilité, donc c'est la traduction de l'application des signes. Ça, c'était très bien. Ça. Je vois là un rapport avec Fernando. Oui. Là, je l'ai rencontré, là, tu vois.
Je voulais aussi approfondir la notion très difficile à comprendre. Dans l'attente, tu as un énoncé d'attente. C'est un symbolisme. Moi, j'attends de voir du rouge dans le tableau de De Staël. Bon. Et puis, tu as de l'autre côté l'objet, le rouge dans le tableau de De Staël, qui ne vient pas à moi, que je rencontre, mais je me trompe. C'est pas le même rouge. Non, quand on parle, on se dirige vers. C'est la même idée. C'est l'attention. Oui, l'attention absolument. mentale. Wittgenstein s'attaque à l'attention mentale. J'ai regardé hier, avant de venir, le texte terrible qu'il énonce contre Brentano. Il y a l'argument de l'hallucination, tel que, comme Fernando l'énonce, comme Merleau-Ponty l'énoncera lui aussi à sa façon, mais pas de façon aussi offensive, ou comme la neurophysiologie sur laquelle s'appuie Fernando quand il cite le 6e chapitre de l'interprétation des rêves. Ça va très très loin. Et alors, comment faire pour que l'évidence ne soit pas hallucinatoire, pour que ce ne soit pas la chose à ma conscience qui me dise ce que j'attendais avant même que rien ne se produise. Voilà. Ça, mais vraiment... l'hallucination a un rapport très profond avec l'énergie du désir. Voilà, et alors la critique de la Meinung, de la visée la critique en tant que telle. de l'opinion, oui. Alors, il y a de la visée, bien sûr qu'il y a de la visée, mais ce n'est pas elle qui a le dernier mot. Voilà. Alors c'est ça qui m'a, avec Fernando, branché sur une critique qui n'était pas formulée suffisamment pointue et grave, parce que c'est grave, contre la phénoménologie. Husserl disant mais il faut des mots nouveaux, il faut une méthode nouvelle, la phénoménologie c'est un domaine nouveau, et ça Schlick alors là aggrave le cas parce qu'il dit voilà, il s'est disputé avec Husserl, hein, on a même dit qu'il était très injuste avec, je l'ai sauté parce que ça aurait été trop long, mais que la phénoménologie était une imposture, c'est un mot fabriqué pour une méthode qu'on n'a pas, c'est pour quelque chose en plus, on n'a pas de nom pour le dire. Donc la phénoménologie est sans langage. On aurait rêvé que la phénoménologie soit ouverte au langage. Mais lequel? La phénoménologie est muette. C'est pas parce que il y a matériel Stoff, ou enfin disons un matériau expressif chez Husserl qui est en fait pris dans l'antéprédicatif. Enfin, il y a quelque chose qui manque chez le. Là, je passe encore à autre chose. Je m'excuse. Je devrais pas. J'aimerais aussi. Gostaria também sûr. de dar uma palavra à Sofia, que gostei muito de ouvir, em relação à recepção do conceito, ou melhor, em relação ao conceito transcendental em Kant. Eu acho que Kant teve toda a vida a tentar compreender o conceito transcendental. Não é uma surpresa que ele continue problemático. Tenho a impressão que Fernando Gil lhe dava muita importância a essa dimensão antecipativa ou a uma condição que só se percebe no condicionado, mas que se tem que supor. E, por outro lado, há aquele texto que ele gostava muito, o apêndice à dialética transcendental, que nós temos uma novidade em relação ao transcendental, porque aí aparece uma razão problemática, aparece a ideia como foco imaginário, isto é, a imaginação. Ele diz mesmo que a imaginação pode ser o nome para toda a energia do espírito, pode ser o entendimento. Mesma razão, diz ele. É extraordinário o que ele diz sobre a imaginação nesse texto. E o Fernando Gil acho que vai muito por essa via do poder imaginativo, criativo da imaginação e, ao mesmo tempo, obedecendo ao princípio da afinidade. E talvez o princípio da afinidade seja o que faz bascular o conceito transcendental para um lado ou para o outro. Se admitir o princípio da afinidade, o transcendental quer dizer uma coisa, se ele for evacuado, quer dizer outra. Muito obrigada, Filomena, por essa sugestão. E eu vou explicar porque é que disse que o uso e reuso do termo transcendental de Fernando Gil
punha sempre esses problemas, porque, relendo agora, muitos anos depois, o La Conviction, os temas de La Conviction são muitíssimo semelhantes à filosofia analítica na qual eu trabalho, aquilo que se pode chamar Ordinary Language Philosophy, vinda de Austin, vinda de Wittgenstein, que pode até estar a reencontrar Leibniz através de autores como Putnam, como Diamond, e a única diferença é mesmo esta questão do transcendental, porque os tópicos, eles próprios, parece haver uma muito surpreendente convergência e acho que não haveria nenhum problema de falar da energia do espírito e as questões da imaginação e o thinking things anew como sendo aquilo que despoleta grande parte dos esforços, mas é literalmente essa palavra transcendental, portanto essa herança de alguma comunicação, que foi curioso para mim, relendo o livro e relendo Fernando Gil agora, mas muito obrigada. A Sofia, outra Sofia, queria colocar uma questão, não sei se terá que ser a última, porque estamos já a ultrapassar o tempo. Sim, também é muito rápido. Acho muito interessante. Para já, só posso parabenizar a Sofia pela apresentação, porque está muito próxima daquilo que eu penso e daquilo que eu falarei amanhã. Portanto, depois do amanhã, a seguir ao intervalo da tarde, se chegarem um bocadinho atrasados, não vão perder nada que não tenha sido dito agora. Acho que na compreensão do eu parece-me haver um conceito importante, que é o conceito de sentimento, que pela sua anterioridade, pode ajudar a compreender o modo como Fernando Gil vê o eu. Por outro lado, relativamente à inteligibilidade expressiva e à inteligibilidade finalista, eu pergunto-me, porque eu cheguei ao Fernando Gil primeiro do que a Leibniz, e quando li esse artigo, interpretei-o tal como o Fernando Gil o escreveu. Entretanto, tive a oportunidade de estudar melhor Leibniz e pergunto-me se Fernando Gil tivesse realmente o Leibniz ao ouvido, se ele não chegaria à conclusão que a inteligibilidade expressiva não supõe também um certo modo de finalismo como a inteligibilidade finalista. E isto leva-me a uma última questão, e com ela acabo. Se a própria forma de Fernando Gil pensar a inteligibilidade, se nessa forma não existe algum aspecto teleológico. É isso. Obrigada. Obrigada pelas perguntas. Acho que o Diogo está com o rosto de quem eu não devo responder. Não, pelo contrário, estou... Sim. Pelo menos o tempo não está a nosso favor. Não, mas eu estou. Sofia, teria muitos pontos para pegar na resposta em torno dessa ideia do papel do conceito de sentimento no eu e também em torno das questões do finalismo, mas como não tenho muito tempo para falar, queria só dizer uma coisa sobre a qual eu não disse nada aqui hoje. Eu venho da filosofia analítica e estou a reler Fernando Gil a partir dos temas da filosofia analítica, e isso é extremamente produtivo e parece-me produtivo para o futuro, porque a questão da subjetividade, da metafísica da subjetividade, é tabu na filosofia analítica, ou numa certa filosofia analítica mainstream, e portanto, se os temas são os mesmos, há aqui alguma coisa de estranho que me parece muito produtivo perseguir e aproveitar. Isso foi aquilo que eu não disse e que, tentando manter-me à margem, ao bordo do próprio texto de Fernando Gil, e que seria o princípio da minha resposta para si, mas que falaremos mais lá fora, está bem? Muito obrigada. Pode ser mais um? Bom, Rápido. É muito rápido. Já me contradisse várias vezes, mas este será o último. Não quero prolongar isto muito mais. Queria também dirigir umas palavras à Sofia Miguens, não sem antes reconhecer o meu conhecimento algo limitado do Fernando Gil, mas dizer que fiquei com vontade de aprofundar esse conhecimento, sobretudo pelo modo como abordou aqui o legado de Fernando Gil, com esta aproximação aos novos realismos que eu tenho acompanhado e pelos quais tenho bastante interesse. Só uma pergunta muito rápida. Aqui a cronologia pode ser útil. Na verdade, Fernando Gil faleceu em 2006 e em 2007 foi o ano daquele seminário em Londres que juntou o Ieyasu com os outros três principais representantes do realismo especulativo.
E a pergunta que eu faria, assim, muito rapidamente, é se entende que a obra do Fernando Gil, porque se referiu a ele também como um dos novos realistas, a par, por exemplo, do Marcos Gabriel, mais recentemente, se poderíamos ver o Fernando Gil não apenas como mais uma voz neste movimento, mas também como um crítico imanente deste movimento, nomeadamente no que diz respeito a uma certa visão algo estrita de Kant. Até que ponto o Fernando Gil nos pode ajudar a superar uma visão ou contra ou a favor de Kant, que parece muitas vezes prevalecer em alguns dos debates em torno dos novos realismos. Obrigada pela questão, João Pedro. E eu penso que Fernando Gil devia estar nesse debate. Deveria estar a trazer a sua leitura de Kant para esse debate entre os novos realistas, que são filósofos completamente diferentes. São filósofos europeus, mas alguns vêm... o filósofo italiano Maurizio Ferraris vem de Derrida e da desconstrução derridiana, era o tradutor do Putnam, difusor do Putnam em Itália. Jocelyn Benoit é um husserliano, um especialista de Husserl, especialista em Frege, na filosofia analítica. Marcus Gabriel é um especialista de Schelling. Portanto, são pessoas que estão a chegar a Kant por lugares completamente diferentes é uma pena que Fernando Gil não esteja... Ele pertence a este debate. E, seguindo os preceitos metodológicos que ele próprio nos sugeriu, de usarmos diálogos diretos, eu acho que é uma tarefa para quem se interessa pelos tópicos que estamos a discutir hoje, fazer essas comparações. Eu tenho medo do tempo e continuamos depois a discutir. Eu não sei, esta foi a ideia de comparar Fernando Gil com os novos realistas, perguntar se ele era em que sentido era ele um realista. Eu não sei se as pessoas, ou sequer se as pessoas que aqui estão... pensam que isto é um bom vocabulário, este vocabulário metafísico old-fashioned. Ele utilizava-o. Talvez alguns de nós não tenham pejo em utilizá-lo. Certamente não é um vocabulário fashionable intelectualmente, mas Fernando Gil nunca teve medo nenhum de fazer coisas que fossem old-fashioned intelectualmente. E, portanto, o meu propósito aqui era mesmo dizer que ele seria um dos nomes desse novo realismo, que talvez lesse Kant de uma forma mais sofisticada do que algumas das críticas, mas não podemos acusar os novos realistas, os outros, de estarem a fazer todos a mesma leitura de Kant, porque não estão. Mas certamente ele pertenceria a esse contexto. Bom, termina aqui esta nossa segunda sessão, terceira sessão já, do colóquio. Eu queria, para terminar, agradecer à Sofia a capacidade de síntese e o esforço que fez para comemorar o tempo. Queria agradecer as duas belas comunicações e sugestivas que aqui nos apresentaram, pedindo uma salva de palmas para todos.